Jean-Jacques Mamba, est-ce que c'est permis, selon notre loi, d'inhumer des personnalités dans des endroits autres que prévus comme les cimetières, par exemple? Écoutez, je dois vous avouer que je n'ai pas parcouru la loi et je n'ai pas de spécificité par rapport à cette question. Je pense qu'il y a une famille qui veut enterrer un membre de sa famille conformément à la loi. Cela doit se faire. Ce qui m'écœure un peu, c'est qu'on ergote autour de l'enterrement de M. Etienne Tshisekedi, qui est quand même un grand personnage dans ce pays. On ne devrait pas avoir des discussions avec des rapports de date, avec des deux qui tirent en longueur. Chacun de nous, ou chacun de ceux qui sont actifs dans cette situation, une part de responsabilité, c'est-à-dire au niveau de la famille, au niveau de la famille politique, chacun une part de responsabilité. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, effectivement, que M. Tshisekedi soit enterré avec tous les honneurs possibles, parce qu'il a beaucoup apporté dans ce pays, parce qu'il a traversé les âges, on nous donne un bon exemple en ce qui concerne la constance, en ce qui concerne le respect des valeurs démocratiques, en ce qui concerne l'abnégation. Et donc, autour de cela, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de respect, beaucoup de dignité lorsqu'on va l'enterrer. Maintenant, les questions subsidiaires, quant à l'interprétation de la loi, à la volonté de la famille, doivent être réglées de la manière la plus harmonieuse pour que cet événement se fasse dans la plus grande dignité possible. Donc, s'il est enterré à l'Umité, ça deviendra comme un lieu de pèlerinage, si je peux me permettre. Ça ne sera pas aussi, c'est une certaine opinion. Etienne Tshisekedi était un homme, un Congolais, donc il s'est battu pour les Congolais, pas seulement pour les militants de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas aussi de réduire un peu à un membre simple de l'UDPS? Écoutez, je pense qu'il y a eu un quiproquo, il y a eu des discussions qui ont été lancées à l'époque entre le gouverneur ou les autorités de la ville et la famille biologique autant politique de l'UDPS. En tant que membre du MLC, je peux quand même vous dire que je n'ai pas... nous n'avons pas, interféré dans ce genre de discussion. Nous respectons la volonté de la famille, nous respectons les lois du pays. Il appartient à ceux qui sont impliqués de trouver le modus vivendi le plus acceptable pour que les choses, comme je viens de vous le dire, se passent dans la dignité la plus absolue. Parce que vous savez, vous venez de l'évoquer, c'est quand même une grande personnalité. Dans un certain Est-ce qu'il appartient à l'UDPS? Tu sais que dire appartient à l'UDPS. C'est quand même l'incarnation, si vous voulez, le paradigme de la lutte non armée, une lutte qui se passe au niveau des idées, et ce dont nous avons besoin effectivement un état de droit, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu d'état de droit. C'est vrai qu'il est mort avec ce concept, et nous continuons à chacun de nous apporter notre pierre pour que finalement nous ayons cet état de droit. C'est vrai qu'il a laissé son combat en chantier, parce que nous devons le continuer. Maintenant, il n'appartient pas à l'UDPS, mais il a quand même une famille, et je pense que sa famille a un mot à dire. Bon, maintenant, si les discussions n'ont pas évolué dans le sens voulu par la famille de la manière la plus harmonieuse, c'est-à-dire en correspondance ou si vous voulez en conformité avec les lois du pays, il appartient à chacune des parties concernées de mettre de l'eau dans leur vin pour aboutir à un compromis qui fasse que nous enterrions Papa Tshisekedi, qui nous appartient à nous tous en tant que président national, dans la dignité la plus... Le 12 mai, Jean-Jacques Mamba, c'est déjà cette semaine. Est-ce que les travaux sont... avance bien, parce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux que ceux qui font ce travail-là, comme l'architecte grec ou belge, je ne sais pas très bien de quelle nationalité il a été arrêté, tous ceux qui font les travaux à l'unité ont été appréhendés par la police. Alors si le corps arrive le 12 et il n'y a pas d'endroit pour l'enterrer, qu'est-ce qui va se passer quand même? C'est Etienne Tshisekedi, c'est un digne fils de ce pays, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez des échos sur les conditions de travail? Je souhaite à titre personnel pour la famille, je souhaite à titre personnel pour la mémoire de M. Etienne Tshisekedi, et je vais le dire autant de fois qu'il le faudra, que la dignité soit le mot d'ordre. Maintenant, si le corps arrive et que, comme vous le dites, on a expulsé l'architecte, on a traversé 3 décennies avec le même discours, avec la même posture, avec l'abnégation. Il a refusé autant de postes, ce que vous voyez aujourd'hui, les postes, ça divise les gens, donc il ne l'a pas fait, et je pense qu'il mérite beaucoup mieux que tout ce qu'on a vu en termes de dignité, en termes d'organisation nationale. Donc maintenant, si les autorités vont le prendre sous cet angle-là, je pense que les choses se passeront de la meilleure manière, mais il le mérite, et il appartient aussi à la famille de s'organiser pour que les choses se passent dans la meilleure forme.
Bonjour, vous avez fait allusion déjà au gouvernement en poste. Nous avons parlé de la réaction de quelques politiques par rapport à ce gouvernement qui tarde à venir, sa publication. Tout le monde est en alerte. Il y a beaucoup qui ont déjà un navet. Ils sont en train d'attendre le C. Parce que ce sera, on ne sait pas quand on publiera ce gouvernement. Nous sommes tous en attente. Et évidemment, la réaction d'une structure de la société civile par rapport à la signature de l'arrangement particulier. Parce que cet arrangement aussi, comme vous le savez, il y a une certaine opinion qui pense que cela n'est pas du tout inclusif. Ben voilà, la guéguerre des mots continue. Nous vous proposons ce deuxième condensé. Jean-Jacques Mambon, on parle de débauchage. Vous avez suivi ces deux cadres des partis politiques qui nous ont parlé par rapport à la publication du gouvernement. Question personnelle, moi j'aime bien personnaliser les choses pour donner une idée. Si aujourd'hui, notre champ, mettons par exemple un vice-ministre, je prends la place de Yves Kisson de mettons vice-ministre chargé. Jean-Jacques Mambon, on parle de débauchage. Vous avez suivi ces deux cadres des partis politiques qui nous ont posé un poste alléchant, mettons par exemple un vice-ministre, je prends la place de Yves Kisson de mettons vice-ministre chargé, vice-ministre des Affaires étrangères, Jean-Jacques Mambon. Si vous comptez le nombre de ministres qu'il y a eu dans ce pays depuis les années 60, vous voyez l'état. Je veux parler par rapport à la publication du gouvernement. Question personnelle, moi j'aime bien personnaliser les choses pour donner une idée. Si aujourd'hui on sollicitait Jean-Jacques Mamba pour faire partie personnellement de ce gouvernement, quelle sera votre réponse ou votre réaction? Écoutez, je n'ai pas autre réponse que celle de la ligne de mon parti politique, qui a, suivant les décisions du bureau politique, nous n'allons pas participer. On a besoin de vont aller pour préparer leur campagne. Ils ne vont pas résoudre les problèmes essentiels. Donc vous comprenez très bien que tous les gouvernements de l'Union qui ne sont pas issus de majorité parlementaire sur base de programme sont des gouvernements de partage où il y a l'oisiveté, où il y a le désordre. Donc on a bien compris qu'après Matata, qui nous vantait le cadre macroéconomique, M. Sami Badiban est venu, il a fait 3-4 mois, ça n'a pas fait un souci. Hein. Vous avez remarqué que dans notre pays, déjà depuis qu'on a eu le premier gouvernement avec M. Sami Badibanga, il y avait au fait des primes qui étaient payées. C'est-à-dire que les ministères, c'est la défense au nom de l'énergie qu'il a déployée pour défendre l'accord, il a droit à un ministère. On va dire à l'UA, ok, qui ont leur liste, vous avez les gens qui n'ont pas participé à l'UA qui ont leur liste, vous avez la majorité présidentielle et les arbres, excusez-moi, le poste de Premier ministre, ils ont très bien. Vous avez travaillé avec M. Kabila en plus 4. En plus 4. Donc nous avons été du pouvoir, parce que nous savons très bien que c'est pendant les périodes de tranquillité. La légitimité de tout ce qu'on a comme dialogue, des arrangements particuliers, provient du fait que le 19 décembre, M. Kabila est resté en place alors qu'il n'y avait pas d'élection. Donc le vrai problème pour lequel nous avons accepté d'aller discuter, rappelez-vous bien Messi qui parle, et que l'opposition, c'est non-obtention de ce qui était le plus cher pour elle, c'est-à-dire la primature et ainsi de suite. Dans pas de référendum. Pas de référendum. Est-ce que vous avez lu cet accord? Parce que nous avons suivi Jacques Njoli qui avait dit qu'il y a eu quelques modifications. Par exemple, en ce qui concerne le Premier ministre, on parle du président qui nomme, alors qu'il est présenté par le rassemblement, et là on dit le Premier ministre est issu du rassemblement. Et la plupart des politiciens congolais réagissent mais n'anticipent pas. Vous savez, M. Kabila, maintenant il est tranquille. Avant le 19 décembre, il avait une fièvre de 40-50 degrés parce que c'était la fin de son mandat. On avait fait assez de pression pour qu'il comprenne qu'il devait partir. Mais maintenant qu'il a lancé la part des postes, aujourd'hui il est tranquille et la signature de l'accord, parce qu'on dit que le MLC, pourquoi il a signé l'accord au palais du peuple? Simplement parce que nous voulons donner à M. Kabila toute possibilité de se référer au désaccord pour ne pas faire organiser, pour qu'il n'y ait pas élection. Parce que techniquement, il n'y en aura pas en décembre 2017, Jean-Jacques Mambon. Déjà, la semaine prochaine, nous devons faire un effort pour faire la pression pour qu'il y ait le calendrier électoral. Les accords sont déjà signés. Donc M. Nang attendait la signature des accords, des arrangements particuliers pour produire le calendrier électoral. Donc déjà, la première phase, c'est d'avoir ce calendrier électoral et de se préparer par rapport à ce calendrier. Nous restons toujours dans le domaine des élections. Nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs une réaction d'une structure qui soutient Jean-Pierre Bemba qui parle de ces élections. Quelques membres du MLC et sympathisants du parti de Jean-Pierre Bemba ont pris part à cette cérémonie de présentation du comité directeur du groupe de soutien à Jean-Pierre Bemba, ici à l'interfédéral du MLC, qui pour sa part sur la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre.
La nomination de M. Tibala au poste du Premier ministre, c'est tout à fait normal. Si le président de la République a eu l'initiative de nommer Tibala comme Premier ministre, là pour nous, les MLC, ce n'est pas un problème. Donc nous acceptons et nous prenons acte, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais ce qui est gouvernement. Signalons que cette structure est un organe spécialisé conçu depuis l'avènement du MLC pour soutenir Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Jacques Manda, est-ce que vous y croyez vraiment, personnellement, à la tenue des élections République démocratique du Congo? Vous regardez cette population, dites-leur franchement si vous-même vous y croyez. Parce qu'on dit que les politiques des deux tendances, des deux bords, ne veulent pas des élections, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Nous, le MLC, nous voulons les élections. Maintenant, ici, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question de foi. Comme l'a fait Christine tout à l'heure, vous avez déjà commencé à sensibiliser. On a déjà commencé à sensibiliser. Il y a beaucoup de programmes qui sont en chantier par rapport à cette activité. Mais comme je vous le dis ici, il ne s'agit pas de croyance. Ce pays en a besoin, la Constitution nous le recommande et nous devons... Mais s'il n'y a pas élection, Jean-Jacques Manda, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Il va se passer ce que nous choisirons. C'est-à-dire que, vous savez, généralement, des politiciens véreux de la chose politique, et je dis très bien que s'il n'y a pas élection, mais qu'au moins, je vous donne le scénario le plus probable, nous avons un calendrier électoral avant le mois de juin, nous avons le dépôt des candidatures, surtout pour la présidentielle, parce que le vrai problème c'est la présence de M. Kabila, donc les gens veulent se rassurer que nous avons des élections sans M. Kabila, et dès que nous avons le dépôt des candidatures, même si les élections sont postposées de 1 ou 2 et chacune de ces personnes a le droit de dire ce qu'il veut que son pays devienne. Y a-t-il réellement une opposition politique en République démocratique du Congo? Franchement, je sais qu'elle déçoit, je sais qu'elle fatigue aussi nos partenaires extérieurs, je sais qu'elle déçoit les Congolais, parce que vous avez des gens qui le matin disent A et le soir disent B, parce que ici la honte ne tue pas. Parce qu'ici en réalité, quand vous n'êtes pas en mesure de faire cette gymnastique, on vous traite de ce qui me concerne, donc à titre personnel, j'aimerais rassurer mes militants que je garderai ma constance, que je ne suis pas obligé d'être d'accord. Mais pas achetable, entre guillemets. Chacun a son prix, mais maintenant il y a des valeurs que nous défendons. Vous savez, la politique c'est pas un métier. Il y a beaucoup de gens que vous voyez à l'Assemblée nationale, s'ils n'ont pas de mandat, ils échouent dans la vie. Raison pour laquelle vous allez constater que depuis 2006, ceux qui n'ont pas été réélus, la plupart triment. Des mentions ainsi de suite. Mais en réalité, lorsque vous leur retirez ce mandat, c'est des personnes qui n'ont plus de boussole pour continuer leur vie. Et donc, il faudrait à un certain moment, et je l'ai proposé, et je continuerai à le proposer, peut-être que si je serai un jour dans une assemblée, c'est qu'il faut désintéresser au fait la jeunesse c'est-à-dire en réduisant les écarts. Hein. Vous voyez, un député aujourd'hui gagne plus de 100 fois ce que nous payons nos professeurs, et donc tout le monde veut devenir politiciens, pas parce qu'ils ont la vocation, pas parce qu'ils ont envie de servir leur pays, mais parce qu'au fait c'est le meilleur boulot au Congo. Pour se retrouver. Et voilà. Et donc dans certains pays, être politicien c'est pas le meilleur boulot, c'est pas ce qui paye le plus. Nous devons travailler pour que les personnes se désintéressent de la chose politique, parce qu'en réalité c'est un sacerdoce, c'est une charge, mais jusqu'à preuve du contraire, les écarts font que les gens pensent vraiment qu'il ne faut que faire la politique pour réussir dans la vie. Sortons un peu de ce pays, c'est vrai que nous parlons des élections en République démocratique du Congo, mais moi j'avais tweeté, j'ai dit, tout le monde a suivi le débat entre Le Pen et Macron cette semaine, toute la classe politique congolaise est focalisée sur ce débat, et pourtant chez nous on n'a jamais eu de débat, les élections c'est toujours postposé, en France la date était bien connue, les challengers bien connus, nous jetons un petit regard. Pour vous, c'est vrai que peut-être avant que cette émission ne se termine, on connaîtra déjà le prochain président de la France. Mais pour vous, qui peut être, Jean-Jacques Manda, le nouveau président de la France? Est-ce que Macron a-t-il des chances de battre Le Pen vu la montée fulgurante du Front National, et évidemment avec cette affaire de Macron Mix, on a piraté ses comptes. Est-ce qu'il a encore des chances d'être le président de la France? Non, après, moi je suis de l'Alliance libérale, donc je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement il y a chaque fois débat. Ça permet aux électeurs de savoir à qui ils ont affaire, de savoir à quel programme ils adhèrent. Pour votre information, moi j'ai lancé une pétition, et il y a nos candidats. Donc pour éviter cela, j'aimerais, et j'ai lancé cette pétition, bon, on verra ce que ça va donner, j'aimerais que les Congolais aient le droit de connaître leurs candidats avant de voter. Et quand je parle de connaissance, de savoir ce qu'ils veulent pour
de... Enfin, Madame Le Pen a parlé de M. Macron et M. Macron a parlé de la France. Parce que Madame Le Pen avait des difficultés à étayer, à expliquer, à expliciter au fait son programme. Elle était dans des invectives, elle était très mal à l'aise lorsqu'il fallait démontrer au fait, en termes chiffrés, comment est-ce qu'elle allait financer ses différentes propositions. On a bien vu qu'elle avait une grosse difficulté à expliquer cela. Donc, les Français l'ont bien compris aussi. Et on doit aussi noter ici que le Front National, tout ce qui est extrême droite, se nourrissent des peurs des gens. Vous savez, nous sommes dans une cosmopolite, il y a des interactions entre les nations, entre les pays. Il est très difficile aujourd'hui de ramener la France, ça c'est mon point de vue, aux Français. Dès lors que déjà... Bon dans la gauche, ce qui est bon dans la droite est fusionné pour la France. C'est peut-être ça, ce qu'il nous faut aussi. Pas d'opposition, pas de majorité, mais l'intérêt de la RDC. Écoutez, c'est vrai que j'ai parlé qu'on est en train de... Au fait, la chance qu'il a, c'est qu'il a Madame Le Pen en face de lui. Et que bon, c'est vrai que le Front National présente un danger, mais s'il avait un candidat d'envergure, si Fillon n'était pas plongé dans cette affaire, il aurait beaucoup de difficultés à dire qu'il est de gauche et de droite et qu'il pouvait prendre ce qui était bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes issu des milieux banquiers et que bon, finalement, vous avez plutôt tendance à favoriser les entreprises en allégeant les taxes, surtout le code du travail qui va essayer de modifier pour permettre aux gens, aux entreprises de licencier facilement, parce que vous savez aujourd'hui ce qui pèse au fait dans l'investissement, c'est que ceux qui entreprennent, lorsqu'ils veulent licencier des gens, non seulement il y a trop de charges, mais il y a beaucoup de procédures. Et donc ils préfèrent alors délocaliser leurs entreprises, aller faire leurs entreprises dans l'Europe de l'Ouest, notamment dans les pays de l'Ouest, et donc là, les législations sont beaucoup plus souples. Et ce que Macron va apporter, au fait, c'est une souplesse dans la législation du travail. Il y a beaucoup de Français qui seront pénalisés parce qu'ils seront virés, et donc je ne crois pas trop. Alors d'ici là, on connaîtra le prochain président de la France, espérons vraiment qu'en République démocratique du Congo, d'ici là, on connaîtra le nouveau président de la République démocratique du Congo. Réaction de Jean-Claude Vumba par rapport au retour de Moïse Katumbi. Comme vous le savez, la SEMCO a proposé que Moïse Katumbi puisse revenir en homme libre en République démocratique du Congo, et la clôture du conclave Rassop. Vous avez suivi avec nous Jean-Jacques Mamba, Rassop El Tshisekediste. Donc, comme vous l'avez dit déjà plus haut, combien de rassemblements, combien de Rassop, combien il y en aura dans l'opposition aujourd'hui? Est-ce que c'est l'effet? Des discussions du même genre où on disait le Premier ministre sera issu d'une famille autre que celle du chef de l'État. Ça me plonge dans les souvenirs, les années 80. Il devait être nommé Premier ministre et puis on a nommé M. Kengo. Je pense que au commencement, il joue la montre. Hein, je veux dire, il a vite compris les Congolais, il sait très bien que, bon, écoutez, si on ne met là pas des pieds, des postes, ils vont se déchirer. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est d'une part M. Katumbi qui est à l'étranger, qui tient l'homme Félix Tshisekedi par le cou, donc avec le G7 et ainsi de suite. D'autre part, vous avez des preuves pour ce Moïse qui tient j'ai suivi M. Félix. Qu'ils avaient un deal sur Top Congo. Il a dit, j'ai suivi l'émission, et pour nous, c'est pas un problème. Je ne suis pas en train de fustiger cette alliance. Je vous explique un peu la situation vue par des personnes qui ne sont pas du rassemblement. Donc nous, le MLC, nous constatons que nous avons... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Je vous donne un exemple. M. Kabila a dit, l'accord a dit, écoutez, le rassemblement présente un nom. M. Kabila a dit, je veux 3 noms. En fait, en réalité, on pouvait signer ces arrangements particuliers. La majorité s'est organisée pour ne pas les signer. Vous imaginez un peu qui est eu sur cette liste M. Diomi, M. Katumbi et M. Félix Tshisekedi. Qui est-ce qu'ils allaient choisir? Mais comme M. Kabila savait très bien la majorité, le cabinet d'intelligence de M. Kabila savait très bien qu'en posant cette condition, il n'allait pas s'entendre. Ils ont posé la condition et ils ont eu un résultat planifié, c'était prémonitoire qu'ils n'allaient pas s'entendre. Et donc, nous sommes partis comme ça, en vadrouille, et nous avons perdu beaucoup de temps. Raison pour laquelle l'intelligence de M. Kabila savait très bien qu'en posant cette condition, ils n'allaient pas s'entendre. Ils ont posé la condition et ils ont eu un résultat planifié, c'était prémonitoire qu'ils n'allaient pas s'entendre. Et donc, nous sommes partis comme ça, en vadrouille, et nous avons perdu beaucoup de temps. Raison pour laquelle, à un certain moment, bien que... Le Congolais est-il, à vous entendre, Jean-Jacques Mamba, le Congolais est-il aussi prévisible? Écoutez, en ce qui concerne les postes, en ce qui concerne l'argent... On est aussi prévisible? En tout cas, c'est très prémonitoire qu'on se divise. Et l'expérience nous en dira, c'est-à-dire que lorsque nous parcourons notre histoire, nous allons voir que depuis les années 75, 80 et tout ça, il y a beaucoup de politiciens qui étaient opposés non seulement à Mobutu, qui ont traversé.
parce qu'il n'était plus en mesure de supporter les sévices qu'il y avait dans l'opposition. La vie de l'opposition était devenue difficile pour eux. Au MLC, nous avons connu cela. Aujourd'hui, vous avez le MLCL qui est un parti de la majorité, qui siège avec la majorité présidentielle. Donc, ce ne sont pas des choses qui devraient nous étonner. Ce qui devrait nous étonner, c'est comment est-ce que ces choses perdurent. Comment est-ce que des politiciens qui étaient aux côtés de M. Tshisekedi, Étienne, qui a bataillé 30 ans dans une forme de constance, peuvent aujourd'hui oublier que M. Kabila le même langage et mobilisant les populations pour aller aux élections, parce qu'aux élections, vous aurez votre Premier ministre, parce que s'il y a alternance et qu'il y a la majorité parlementaire par l'opposition, eh bien si Félix devra devenir Premier ministre, il le sera. Donc pourquoi ce ne sont pas des choses qui devraient nous étonner. Ce qui devrait nous étonner, c'est comment est-ce que ces choses perdurent. Comment est-ce que des politiciens qui étaient aux côtés de M. Tshisekedi, Étienne, qui a bataillé 30 ans dans une forme de constance, eux veulent parler du langage des élections, parlons tous ce même langage, et mobilisant les populations pour aller aux élections, parce qu'aux élections, vous aurez votre Premier ministre, parce que s'il y a alternance et qu'il y a la majorité parlementaire par l'opposition, eh bien si Félix devra devenir Premier ministre, il le sera. Donc pourquoi se perdre en conjecture, parce que nous savons très bien que nous sommes en face d'une personne ou d'une personnalité. C'est le moyen qui me semble le plus réaliste. Kabila quitte son siège. Et pour le milieu, c'est ce qu'on trouve dans les ligues des jeunes des partis aujourd'hui. Je ne sais pas si dans la ligue des jeunes du MLC. Mais je veux dire que c'est possible. Et je crois maintenant qu'ils ont des espaces d'expression et qu'ils aient aussi des responsabilités, soit au sein des partis, soit au sein des plateformes. Mais je crois très bien qu'il ne faut pas que nous tombions dans la fatalité, parce que le Rwanda d'hier, et j'aime bien cet exemple, lorsque vous allez à Kigali, il a fallu que 10 ans pour que ça se transforme, Kigali soit la ville la plus propre d'Afrique. On a eu besoin que de 10 ans. Donc si nous avons un leadership responsable, ce qui nous a manqué cruellement depuis ces 15 dernières années, je pense que les choses vont changer. Et nous nous battons. Mais je veux dire que c'est possible. Je crois maintenant qu'ils ont des espaces d'expression et qu'ils aient aussi des responsabilités, soit au sein des partis, soit au sein des plateformes. Mais je crois très bien qu'il ne faut pas que nous tombions dans la fatalité, parce que le Rwanda d'hier, et j'aime bien cet exemple, lorsque vous allez à Kigali, il a fallu que 10 ans pour que ça se transforme, Kigali soit la ville la plus propre d'Afrique. On a eu besoin que de 10 ans. Donc si nous avons un leadership responsable, ce qui nous a manqué cruellement depuis ces 15 dernières années, c'est encore de ce chapitre du conclave du RACEP, on évoluera comme ça, Jean-Jacques Mbemba, des conclaves en conclave, d'atelier en atelier. Qu'est-ce qu'il faut pratiquement? De mes compatriotes qui avaient réfléchi pour dire, écoutez, nous sommes en 2013. Nous devons préparer des élections qui auront lieu en 2016. M. Kabila avait discuté avec des gens. En ayant discuté avec lui, il y avait la problématique du M23, mais des fous. Mais bref, madame, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on se moque de nous. L'opposition est la risée de tout le monde. Comment est-ce que nous avons eu un dialogue, 2 premiers ministres, je ne vais pas parler de leur profil parce que j'ai beaucoup de respect pour les autorités du pays, mais lorsque vous regardez bien le profil, c'est les profils qui conviennent bien à M. Kabila. Parce que le problème de M. Kabila, c'est lequel? Il prétend avoir des pouvoirs discrétionnaires. Ils sont intimement liés aux responsabilités que vous aviez et malheureusement, vous avez failli à vos responsabilités. Donc, il est resté au-delà du... Vous savez, madame, dernièrement, on a abattu un policier. En France, hein? En France. À Paris, précisément. Ici, on nous a raconté qu'il y a eu 80 000. Mais c'est simplement de comment on le gère, comment on réagit. Vous savez qu'on a l'impression que le président est insensible. Le président il a parlé des endroits qui deviennent des zones opérationnelles, il a parlé avec émotion, nous l'avons suivi. J'ai pris la peine depuis 2006 de collectionner les 11 messages devant la nation du chef de l'État. 11 depuis ce au pouvoir. Devant le Congrès, je veux dire. Devant le Congrès. Madame, il y a que des virgules qui changent. Il y a des virgules, il y a des syntaxes, il y a des paragraphes qu'on déplace. Le président ne dit rien. Le président n'est jamais précis. Le président n'est jamais sur le terrain d'opération. Vous avez vu à l'époque Mobutu, quand il y avait des problèmes, même Mouzé, son père, quand il y avait des problèmes sur terrain, on voyait le chef de l'État arriver en tenue, et des fois il était même aux opérations. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on tue des gens à Eringeti, à Béni, et ainsi de suite. D'ailleurs, une fois, le président venait de quitter Béni et le lendemain, on a égorgé 80 personnes. Donc c'est comme pour vous dire que nous sommes effectivement dans une forme d'incapacité. On a banalisé nos morts. Comment pouvez-vous expliquer qu'on traite comme une ensapou d'une milice terroriste, qu'on allègue qu'ils ont égorgé 90 personnes et qu'on n'est pas un deuil national? 80 de l'UDPS. Aux amis du rassemblement,
de nous rejoindre. Vous avez déjà une centrale électorale, Jean-Jacques Mamba? Parce qu'on a suivi la majorité présidentielle et sur le terrain, ils descendent partout. Hein, et ils disent que vous êtes en train de rêver. L'opposition, on vous a donné ces papas-là, des postes ministériels. L'opposition s'est détournée des élections. Et vous allez après dire que non, la majorité a touché. Le projet de société du MLC. Nous avons un taux d'électrification de 1%. Sur 100 Congolais, il y a un seul qui a le courant. Même si vous préparez les élections 10 ans avant, vous allez expliquer quoi aux gens? Donc pour nous, je ne vais pas dire que c'est facile, je ne vais pas faire du triomphalisme, mais je suis tout à fait stupéfait que bon, voilà, qu'on s'émeuve du fait que la majorité a sa centrale électorale. Elle va servir à quoi? Pour parler de quoi? D'un bilan ou de quoi ou de... Ça ne peut pas être attribué à un individu. Un État normal a des élections, une date bien précise. Vous devez vous enregistrer sur les listes électorales. Franchement, Jean-Jacques Mamba, sans faire de la mauvaise foi, je sais que vous êtes à l'opposition. Est-ce que le président Kabila, la majorité présidentielle, n'a vraiment pas un bilan à défendre? Rien de positif durant ces 15 ans? Je suis non seulement gentil, et je suis aussi poli et je respecte le chef de l'État. C'est pour cela que j'utilise des termes un peu plus acceptables. Le MLC se prépare à faire. Vous avez aussi votre centrale, vous allez descendre, vous allez parler de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que vous allez parler de quoi? Madame Aline Michiki, qui est secrétaire nationale chargée du processus électoral, qui fait un travail de professionnel parce qu'elle est bien outillée. Elle a travaillé à la CENI. Nous sommes en train de nous organiser, madame. Je pense que les élections, et voyez l'état des routes, voyez même comment ça se passe actuellement, où il rit, comment... Nous sommes dans la capitale, mais on n'arrive pas à vivre. Si nous prenons autre chose, vraiment un autre volet, nous avons clos avec la politique, nous prenons maintenant la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons en tout cas Facebooké, tweeté, Instagrammé pour montrer un peu la saleté dans la ville de Kinshasa. Je crois que nos messages ont été entendus comme vous, Kinshasa. Bon, madame, je remercie le chef de l'État. Nous tous nous le remercions. Il a quand même assuré son rôle, hein, celui de déménager les poubelles. On le remercie pour cela. On remercie M. Kimbuta aussi parce qu'il a assigné la ville. Avant c'était l'Union Européenne et ça fonctionnait un peu mieux. Ce que je veux dire, madame, c'est-à-dire nous sommes descendus très très bas. Lorsqu'on prenne en charge, on leur retrocède 40% de ce qu'elles procèdent, de ce qu'elles produisent. Je ne vois pas pourquoi on cite le chef de l'État et pourquoi on l'associe à des choses comme ça. Nous avons une métropole de 13 millions d'habitants. Ce que nous venons de voir, si vous laissez 2 mois sans reprendre ces immondices, vous allez voir que ça va se remplir encore parce qu'en réalité c'est une activité qui est cyclique, c'est une activité qui est permanente et qui ne devrait même pas faire l'objet d'une émission. Encore moins l'objet des remerciements au chef de l'État ou au gouverneur de la ville, parce que ça fait partie de leurs obligations. Ce que moi j'aurais bien souhaité, c'est que M. Kimbuta démissionne. Pourquoi? Mais madame, lorsque vous êtes dans une ville et que vous êtes incapable de gérer la salubrité de la capitale... Vous avez suivi ce conflit avec l'ex-premier ministre, parce que ce sont les activités qui sont dans les prérogatives du gouvernement, mais quand le premier ministre s'y met, si la dignité existait dans ce pays, si la honte existait, si les personnes pouvaient à un certain moment considérer que l'honneur était quelque chose de primordial en politique, M. Kimbuta ne serait plus gouverneur, il aurait démissionné depuis longtemps. Il n'y a pas que les immondices, il y a par exemple la gestion de toutes les... comment je vais appeler ça? De tout ce que vous avez comme bar, discothèque... C'est aussi une question d'ordre, s'il vous plaît. C'est vrai que les autorités et Jean-Jacques Mamba doivent jouer leur rôle, mais c'est aussi une question d'éducation, une question d'homme. Qu'est-ce que les Rwandais ont de différent? Qu'est-ce que les Rwandais ont de différent? Pardonnez-moi, qu'est-ce que les Rwandais ont de différent de nous? Je vais vous dire. La discipline, le Congolais n'est pas discipliné, le Kivu n'est pas discipliné. Lorsque vous êtes à la frontière, vous êtes à Goma, vous allez au Rwanda, donc vous êtes à la Gisenyi. Le premier panneau que vous voyez, c'est écrit investissement oui, corruption non. Dès que vous traversez, vous retournez. Vous regardez chez nous, c'est écrit, le premier panneau, Fonola Masolo. Nous sommes dans des logiques qui sont... C'est Primuche. Je n'ai pas compris. Nous sommes dans des logiques qui sont tout à fait différentes. Pour que ça fonctionne, il ne s'agit pas de gestion de l'État. Lorsque quelqu'un jette ses immondices, il faut qu'il y ait un pouvoir de coercition. Mais quand le gouverneur, c'est-à-dire qu'il va l'obliger à payer des amendes, ainsi de suite. Mais quand le gouverneur lui-même vous dit que Mboko est Kobongate, mais quand il le dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Monsieur Kimbuta a abandonné la ville depuis très longtemps. Il a même perdu l'espoir que c'est abandonné ses fonctions depuis longtemps. Il n'est plus gouverneur. Il n'est gouverneur que quand il y a des troubles, quand il y a match. Il est gouverneur que lorsque des choses se préparent. Mais
gérer la vie, M. Kimbuta de la Gerba, et raison pour laquelle nous disons, dans les qui sont plus grandes que la Belgique et la France. C'est-à-dire que lorsque on se va d'abord d'ailleurs pour rendre ces élections à scrutin indirect. Quand nous aurons le jour que j'aurai la chance d'aller dans une assemblée, reposez-moi la question, vous verrez que je vais initier un projet dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez par exemple une province comme celle de la Mongala, ok? L'ex-Équateur. Oui. Lorsque vous prenez cette province, c'est plus grand que la Belgique. Mais comment voulez-vous qu'un gouverneur soit élu par 6 ou 7 personnes? Comment voulez-vous que le sort... lorsqu'on a besoin de développer une 48 personnes. Et donc s'il a les moyens de les gérer, il va gérer 48 personnes, alors qu'il y a 13 millions de personnes qui sont mécontentes et qui sont mal servies. Mais si nous passons au suffrage universel, alors en ce moment-là, il est tenu par ses promesses électorales et il sera tenu par son bilan. Et il ne pourra pas, ma foi, corrompre 13 millions d'habitants. Maintenant, ça peut être facile sur une échelle de 40 à 50 personnes, mais lorsque nous aurons le suffrage universel, le gouverneur devra vraiment travailler. Nous allons terminer par un total. Voilà, mais nous vous proposons, en tout cas pour cette émission, son travail. Elle a travaillé à Congo Télévision, en tout cas. Et je peux comprendre aussi votre douleur par rapport à ce qui s'est passé. Bon, écoutez, je ne vais peut-être pas politiser la question, mais il faut quand même qu'on se rappelle. Tout est politique. C'est ça, la politique. On doit se le dire qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir dans le domaine de la santé dans ce pays. On nous a parlé de l'hôpital de Cinquantenaire qui n'est pas visité. On nous a parlé de tant de choses. Bien se soigner soit un luxe. Mais bon, voilà, M. Kabila a eu 15 ans pour faire le nécessaire, pour nous construire des hôpitaux, avec ses différents gouvernements, pour mutualiser la santé de telle sorte que tout le monde ait accès à des soins de qualité. Bon, cela n'a pas été fait. Par contre, on a continué à faire vacciner nos enfants, donc ça veut dire qu'on a continué à demander des aides extérieures pour faire vacciner nos enfants. En fait, on a été incapable de faire. Et ce qui m'attriste, et je vais le dire comme ça en épiloguant, j'ai vu monsieur dans le gouvernement qui était ministre de la Santé, Mumbi je crois, qui part dans une province et fait un don de 2 lits d'hôpitaux, et ça passe à la télévision. Dans l'ensemble, je sais qu'il y a des efforts à fournir et que nous attendons tous une progression, pas seulement dans le domaine de la presse, même chez les politiques, dans le domaine économique, ainsi de suite. Nous sommes appelés, nous, la RDC, à progresser. En ce qui concerne la liberté de la presse, on ne va pas compter le nombre de personnes qui sont incarcérées à cause de leur liberté d'opinion, mais on va aussi attirer l'attention des amis. Mais ici, on a aussi des personnes qui deviennent des politiciens parce qu'ils ont un micro, parce que bon, il est devant une caméra et on le voit chaque fois, il se dit mais pourquoi pas moi? Et donc je ne vais pas citer le nom de certains de vos camarades parce que ça se fait ailleurs aussi, mais c'est un peu trop prononcé. Je veux dire qu'il y a vraiment des personnes qui le font en se disant moi, ma profession, c'est un outil de campagne, alors qu'en réalité, à l'étranger, on sollicite les journalistes de par la qualité de travail qu'ils font. On leur dit écoutez, est-ce que vous ne pourrez pas venir sur nos listes, mais ici on voit que les journalistes eux-mêmes utilisent leur caméra pour se faire une certaine popularité et se faire élire. Merci Jean-Jacques Mamba d'être passé à la barre. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique, encore une fois.